Bonjour à tous. Merci aux organisateurs de cette invitation. Alors, on continue sur Strasbourg, puisque je viens de revenir à Strasbourg très récemment, et donc on voit que Strasbourg est en première ligne dans les domaines de l'intervention mini-invasive au sens large et la radiologie, bien entendu, comme nous l'a majestueusement démontré tout à l'heure Avgin. Alors, le titre a changé entre-temps. C'est de la radiologie à la robotique. Est-ce pertinent? Je n'avais pas vu le est-ce pertinent exactement, mais ça tombe bien parce que je ne suis pas sûr que je vais pouvoir y répondre. La question, c'est est-ce qu'on est mûr pour passer dans le domaine de la radiologie percutanée, interventionnelle, à des outils de robotique? Alors, on va faire un tout petit peu de rappel de ce que c'est que la robotique, parce qu'il y a des mélanges dans tous les sens. Simplement, quand on regarde le côté business, alors je sais que ce n'est pas toujours ce que l'on devrait suivre en tant que médecin académique, mais malheureusement, c'est souvent ce que l'on suit quand même du fait des innovations et des marchés commerciaux. On pourrait dire que les 20 dernières années, c'était vraiment, et dans notre domaine en particulier, celui des produits médicaux. On a évolué sur les technologies, les scanners, etc. Que nous sommes dans l'ère des données et des plateformes, et on en voit arriver de plus en plus des clouds, des plateformes de connexion de données, et ça va encore continuer un certain nombre de temps, le temps que ça soit mature, et que les prochaines 10 ou 15 prochaines années seront celles des solutions médicales, solutions pour traiter les patients dans leur globalité, et qui comprennent notamment de la robotique et des outils qui permettent de faire des traitements les plus mini-invasifs possibles. Alors, une petite histoire, c'était un projet qui existait depuis pratiquement 1990, la robotique chirurgicale généraliste, c'est-à-dire des robots qui sont capables de faire un peu tout type d'intervention. En 2009, Da Vinci arrive avec une nouvelle plateforme, donc c'est intuitif. Ils sont quasiment le monopole mondial actuellement. Et aujourd'hui, cette compagnie fait plus d'1 million d'interventions, je crois que c'est 1,8 million en 2019, interventions dans le monde entièrement sous robot. Donc on voit que dans le monde de la chirurgie, c'est preuve ou pas preuve, c'est un concept qui s'impose. Il n'y a pas de doute, et il s'impose pour une raison très simple, c'est que l'apprentissage, au final, est beaucoup plus facile. Et quand on discute avec tous les jeunes chirurgiens qui sont en formation aujourd'hui, ils vous disent que en robot, ils sont capables, au niveau internat, de faire par exemple des pancréatectomies caudales après 15 ou 20 apprentissages robots, totalement impensable sur de la chirurgie ouverte, encore plus sur la chirurgie laparoscopique, célioscopique, non robotisée. Donc, une technicité qui permet un apprentissage rapide et aussi un contrôle des apprentissages, puisqu'on peut avoir 2 opérateurs en même temps qui s'autocontrôlent, et enfin qui permet aussi de la simulation de manière beaucoup plus aisée qu'on le faisait par le passé. Alors, c'est les grandes manœuvres dans le monde de la robotique chirurgicale aujourd'hui. Il y a, en 2015, Johnson & Johnson, qui n'est pas une petite compagnie, s'est associé avec Google pour faire une compagnie qui s'appelle Verb. Ils ont mis 1 milliard au démarrage, ils ont dû en mettre à peu près 3 ou 4 depuis, et ils vont sortir normalement en fin 2020, d'après ce que j'ai compris, un nouveau robot où tous les bras sont incorporés dans la table, donc il n'y a plus le problème de l'installation du robot. Il y a 6 bras, et non pas 4, plus 2 bras flexibles, un pour les bronches, un pour l'œsophage estomac et un pour le rectum sigmoïde, un en bas, un en haut. Donc au total, il y a 8 bras actifs. Et donc on voit qu'on quitte aussi le domaine de la chirurgie dite laparoscopique classique pour aller vers la chirurgie endoscopique flexible avec ces nouveaux robots. Et si j'en parle, ce n'est pas pour rien, parce que ça va nous concerner aussi.
Le domaine de la chirurgie endoscopique flexible, robotisée, est un domaine aussi en plein développement, et c'est des choses sur lesquelles on travaille dans notre centre. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a quelques semaines, en octobre, Siemens a racheté la société Corindus, qui fait des outils de robots de navigation endovasculaire, avec 3 destinations, enfin 2 en particulier, qui sont la neuro et le cardio, mais aussi la chirurgie vasculaire, pour 1 milliard de dollars. Et il y a quelques semaines, il y a eu la première intervention complète d'embolisation d'anévrisme à Toronto en utilisant ce système sans autre outil. Donc on voit que on n'est pas encore totalement mature, mais pas loin dans certaines indications. Ce que disent les opérateurs qui ont utilisé le robot, c'est que même s'il y a une complexité d'installation, d'utilisation, ça donne une précision dans la manipulation des gestes qu'on ne peut pas avoir lorsque l'on est auprès du malade. Il y a des choses à démontrer, bien entendu. Alors finalement, on va en revenir à des choses très simples. Est-ce que vous feriez confiance à un robot autonome muni d'un outil un peu dangereux pour votre santé? Alors ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, les robots ne sont pas autonomes. Le marché est en croissance énorme, donc il va s'imposer, quoi qu'il arrive, et il s'imposera aussi au monde de la radiologie interventionnelle et percutanée. Si on reprend maintenant l'historique de la thérapie, par exemple dans le domaine hépatobiliaire, on est passé de la chirurgie ouverte. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'encore 80% des chirurgies du foie et du pancréas sont des chirurgies ouvertes, en volume. À la chirurgie laparoscopique, à la chirurgie, entre guillemets, percutanée, à la radiologie interventionnelle percutanée, à la robotique chirurgicale. N'oublions pas aussi la radiothérapie, qui quelque part, la radiothérapie SRBT adaptative est une forme de destruction locale non invasive, et maintenant aussi à des techniques, notamment sur le pancréas, les voies biliaires, totalement endoscopiques, avec ou sans passage dans la cavité péritonéale. Et dans tous ces domaines-là, si on élimine la chirurgie ouverte, il va y avoir des solutions robotiques. Alors, je mets des images un peu rigolotes. Qu'est-ce qu'il faut pour être faire des bonnes interventions, des interventions les moins agressives et avec les meilleurs résultats? Vous avez entendu parler pendant ces 2 jours d'intelligence artificielle. Clairement, il nous faudra de la bonne information au bon moment. Aujourd'hui, on a trop d'informations. Et les outils de tri de l'information par apprentissage sont des bons outils. Il faut probablement, peut-être moins pour nous radiologues que pour les chirurgiens, de la vision augmentée, parce que nos outils d'imagerie nous donnent d'emblée la localisation tridimensionnelle. Et on n'a pas forcément besoin de tous les outils de transfert d'une vision binoculaire en une vision de réalité augmentée, même si dans certaines indications, ça peut être intéressant. Et puis le dernier point, qui est le sujet de cet exposé, il faut une manipulation augmentée plus précise, plus juste, plus contrôlée, et ça, c'est les robots qui nous la donnent. Alors les machines sont clairement, il n'y a aucun doute, vont être plus précises, vont permettre d'être ajustées en fonction de leur taille. On peut avoir des machines de la taille d'une capsule qui sont autonomes dans le corps humain, ou au contraire très puissantes pour de la chirurgie orthopédique. Donc force et mécanisation adaptées à la tâche peuvent être éventuellement utilisées à distance, encore que ça c'est à mon avis pas un problème majeur. Par contre, pilotées par des ordinateurs, c'est-à-dire un accès à l'information de manière beaucoup plus contrôlable, avec tous les risques que ça amène, que l'interface de notre cerveau à certains moments. Pour l'instant, de toute façon, les machines sont incapables d'intervenir de manière autonome dans un environnement complexe, aléatoire et changeant. Il y a toujours besoin d'un contrôle humain. Et je l'ai représenté ici sur un peu les paradigmes de la robotique. C'est aujourd'hui, quand vous prenez la robotique grand public chirurgical, qui est le Da Vinci, par exemple, c'est
c'est un robot de télémanipulation. Il n'y a aucune intelligence là-dedans, à part d'aider un petit peu dans la gestuelle. Vous avez des robots qui commencent en chirurgie à devenir un peu plus intelligents. Donc, par exemple, des robots d'orthopédie qui vont faire les forages en fonction d'une planification qui a été prévue pour mettre des prothèses totales, que ce soit sur le genou, que ce soit sur la hanche. Il s'en développe de plus en plus. Donc, il y a une forme d'autonomie à certains moments, mais qui reste entièrement sous un contrôle humain. Puis, vous avez déjà des robots entièrement autonomes. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans le monde de la médecine. Vous avez la chirurgie au laser des myopies, qui est entièrement autonome. C'est-à-dire qu'il y a une planification et l'opérateur, il pourrait ne pas être là, hein, c'est entièrement autonome. Vous avez le cyberknife et d'autres radiothérapies adaptatives, où là aussi, il y a une programmation qui est faite initiale, avec une planification, et le médecin ou l'opérateur, il n'y a souvent pas de médecin derrière, le radiophysicien est là juste pour vérifier que les choses se passent à peu près bien, et en général, il ne le sait pas, parce que quand il y a des problèmes, on le voit après. L'autonomie complète de ces systèmes, elle est aujourd'hui illusoire, et elle n'est pas avant de nombreuses années. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour... ce matin, Eric, tu en as un petit peu parlé. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de la robotique percutanée, par exemple, qui fonctionnerait? Il faut un outil d'imagerie qui ne soit pas loin, parce qu'on ne veut pas ne pas avoir de contrôle, puisqu'on a dit qu'il fallait un contrôle humain. Donc, il faut faire ça dans une machine d'imagerie ou pas loin. Il faut des outils de planning pré-thérapeutique très ajustés, très précis et très interactifs, ce qui est rarement le cas aujourd'hui, encore que ça s'améliore, et tu en as montré ce matin qui aide beaucoup. Il faut des outils qui permettent de contrôler en intra-opératoire, pendant l'intervention, en temps réel, chaque fois qu'on veut. Il faudra, et c'est sur des sujets sur lesquels on travaille, faire de la détection automatisée, parce que l'humain ne pourra pas le faire. Je vous donne un exemple. Quand on va faire de l'accélérateur IRM, qui fait 5 images d'IRM par seconde pour un cancer de la tête du pancréas, il faut qu'il y ait un tracking automatique de la tumeur avec la respiration. C'est une forme de robot, et ça, c'est en cours de développement. Il faut des systèmes de contrôle extrêmement précis, extrêmement sophistiqués pour éviter des accidents style le crash du 737 MAX, puisqu'on est exactement dans les mêmes types de topologie. Il faut des outils pour faire du recalage entre de l'imagerie préopératoire et de l'imagerie péropératoire, y compris en contrôlant les mouvements, ce qui est compliqué. Et il faut des systèmes donc, de sécurité extrêmement développés. Donc ça fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on prend le percutané, personne n'a tout. Personne n'a tout, et je peux vous donner des exemples. Bon, alors les contrôles, ça peut être l'ultrason, l'IRM, on peut y aller dans tout ce qu'on veut. Hein, donc, méthode de contrôle, méthode de planification, ça c'est issu d'un industriel, mais qui n'est certainement pas le meilleur, mais qui avait un outil de planification qui était assez sympathique. Contrôle en temps réel. Alors, vous voyez, quand un système percutané est forcément ne peut pas rentrer dans le champ d'acquisition, il faut décrocher l'aiguille. Donc, ça devient extrêmement compliqué et pas du tout aisé. Donc, il va falloir des systèmes qui puissent s'adapter, mais ça, on le sait depuis longtemps. Donc, ça, c'en est un exemple. Par exemple, qui est à la limite entre le robot et l'aide à la biopsie, mais qui fonctionne pas mal. Ce sont des Hollandais, et qui a fait l'objet d'une publication. Il n'y en a pas beaucoup, donc je vous la montre. Qui permet de déterminer exactement l'angle de ponction de manière entièrement automatisée et qui permet d'aller le contrôler dans le champ en temps réel pour vérifier lorsque l'aiguille est en place. Alors, tous ces systèmes, en général, demandent à l'opérateur de placer l'aiguille parce que c'est des problèmes de responsabilité légale et de classification du medical device qui ne veulent surtout pas aller dans les classes. Voilà. Et donc, ça marche pas mal. Moi, je l'ai essayé. C'est assez intéressant, mais ce n'est pas non plus la panacée. Alors, un autre domaine qui est plus intéressant, c'est les endroits où on a du mal à accéder. Et il y a de plus en plus de robots qui sont compatibles en IMR. Je sais qu'à Strasbourg, l'équipe d'Icube et Avgin avait développé un robot aussi généraliste pour l'IRM amagnétique. Donc ça, c'est un robot pour le sein qui est développé par l'université de Twente et qui marche plutôt pas mal et qui va passer en essai clinique. On imagine bien qu'avoir ça à l'intérieur du champ magnétique, sur la patiente à plat ventre, bien organisé, ça peut quand même aider
à la fois dans le flux du patient et dans l'organisation et la qualité de la balistique, puisqu'on va voir en temps réel ce qui se passe. D'autres exemples qui marchent aujourd'hui, ou quelques équipes en font dans le monde, c'est de la robotique pour tout ce qui est périnéal et pelvien. Et il y a des robots qui fonctionnent, qui sont amagnétiques, sont aussi pneumatiques, pour la biopsie de la prostate ou le traitement par cryo ou par brachythérapie de la prostate, mise en place des sondes de brachythérapie. Ça fonctionne plutôt pas mal, c'est un peu long de mise en place, mais on imagine bien qu'on va aller vers des technologies comme ça pour ce genre d'approche. Problème du mouvement, tu en as parlé ce matin, Eric, c'est que quand le patient est endormi, alors on en arrive aujourd'hui à des choses très compliquées où on est obligé d'immobiliser totalement le patient dans son anesthésie générale avec des techniques soit de jet ventilation, soit de vibration, soit carrément même d'immobilisation. Mais si on n'a pas ça, c'est un peu compliqué et la fusion de l'imagerie préopératoire et ici avec une IRM temps réel pendant l'intervention va poser des problèmes. Donc ça, c'est un travail qui... Et c'est des choses qui ne marchaient pas, clairement ne marchaient pas jusqu'à il y a 3 ans, et qui, avec le deep learning, marchent maintenant. C'est-à-dire que le recalage de quelques coupes de mauvaise qualité d'ultrasons ou d'IRM avec de l'imagerie complexe tridimensionnelle marche, et on ne peut se passer d'une modélisation trop complexe et arriver à des systèmes de modélisation qu'on ajuste, on rafraîchit le signal en permanence, et ça marche, et ça va un peu changer la donne dans le contrôle respiratoire. Alors, autre exemple ici, dans le contrôle respiratoire, donc ça c'est des choses qui peuvent aider aussi sur la radiologie interventionnelle, c'est qu'on peut adapter sur des points, par exemple détectés sur la surface du corps ou sur l'échographie, et faire des recalages non rigides des organes, dans différents, y compris sur le contrôle respiratoire, dans certains cas juste avec des signaux assez faibles. Il y a encore trop de modélisation dans ces systèmes, trop de modélisation pour les utiliser en temps réel, mais on n'est pas si loin du but. Il suffit de rajouter du signal d'acquisition pendant l'intervention. Alors ça, c'est plus intéressant probablement encore, c'est le tracking de la tumeur. Je vous en ai parlé en IRM radiothérapie. C'est quelque chose qui marche aussi en scanner ou en ultrason. C'est-à-dire qu'on est capable, probablement, et les produits vont arriver, d'avoir une cible qu'on est capable de traquer dans le temps en permanence, à condition d'être dans le champ. Si on a une imagerie 3D, ça simplifie. Et donc de pouvoir réajuster et recaler nos images si nécessaire. Un exemple ici qui vient de notre équipe, qui est de l'écho-endoscopie, sur lequel on développe une solution justement de robotique, qui traque automatiquement la tumeur du pancréas et qui va, je vais accélérer un peu pour être dans les temps, qui va traquer aussi l'aiguille et déterminer aussi si l'aiguille est dans la cible ou pas. Donc on voit qu'il y a quand même des choses qui avancent. Alors pour terminer, le problème endovasculaire, je vous ai dit, c'est quelque chose qui va vraiment, à mon avis, arriver vite. La chirurgie vasculaire, il y a eu des publications qui montrent que les chirurgiens aiment bien, surtout les chirurgiens qui sont entraînés à l'utilisation de robots laparoscopiques, aiment bien utiliser les robots endovasculaires. Ils peuvent les utiliser d'ailleurs en couplage, avec une approche laparoscopique robotique et une approche endovasculaire. On imagine bien qu'ils vont avoir les mêmes manettes à un moment donné sur la même console. Donc ça, c'est ici un EVAR, une aortic repair. En neuro-radio-interventionnel, je vous ai montré la première intervention. Il y a une salle, justement à Toronto, qui est en train de voir le jour, probablement, où on associe une possibilité de chirurgie ouverte, IRM en salle et possibilité de radiologie interventionnelle, enfin d'accès endovasculaire interventionnel robotisé, tout ça sur des consoles pour l'instant dissociées mais accessibles en parallèle. Donc on voit qu'il y a aussi une hybridisation, malgré le terme qui n'est pas très bon. Et quand on regarde sur le Cath Lab, par exemple, les cardiologues, et ça c'est le robot Corindus qui a été racheté par Siemens, voit que bon, pour l'instant, ça prend plus de temps. Donc, comme toujours, dans les robots, ça prend toujours plus de temps, sauf quand les cas sont très complexes, où pour l'instant, ça prend le même temps que le percutané, ce qui est déjà pas si mal, ce qui montre qu'il y a... Alors,
un intérêt. Alors tout ça, je voudrais terminer et conclure par le fait que ce que l'on sait maintenant, c'est que faire du mini-invasif sur les patients, si on ne fait pas une prise en charge correcte du parcours du patient, de manière extrêmement efficace, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on ne va pas gagner sur la mortalité, ni sur la DMS, ni sur la reprise du travail, si on va mettre de la superchirurgie, mais qu'au passage, on a gardé une prise en charge de patient la même. Et ça a été prouvé dans la prostate, ça a été prouvé dans le rectum. C'est quand on associe, par exemple, les RAC, hein, les accélérations accélérées des patients en réanimation et reprise rapide, et la robotique ou le traitement mini-évasif, que là, on arrive à un changement complet et on va passer de 15 jours d'arrêt de travail, ou 3 semaines ou un mois, des fois à 24 heures. Et donc, vouloir s'intéresser juste au moment d'intervention a probablement assez peu d'intérêt. Et il faut avoir une vision très transversale du patient dans sa prise en charge. Je crois qu'on en revient à ce que l'on disait, c'est-à-dire, bien entendu, diagnostiquer le plus tôt possible, bien entendu, réfléchir aux indications de manière la plus intelligente possible, ça veut dire souvent à plusieurs, faire l'intervention la moins invasive possible, et la robotique sera là, il n'y a aucun doute, et ensuite suivre ces patients de la manière la moins invasive possible pour qu'ils puissent rentrer chez eux rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Benoît pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi j'avais une question. Nous, dans notre hôpital, on a acheté le robot, non pas parce que les résultats oncologiques sont meilleurs, parce qu'il y a beaucoup de séries qui comparent le Laparo, robot, open, et il n'y a pas de différence. Par contre, c'est trendy, et les patients, ils veulent être opérés par le robot et pas par le chirurgien. Est-ce que ça peut nous arriver? Ben oui, c'est ce que j'ai voulu dire quelque part. C'est que vous avez un environnement économique qui pousse pour une consommation technologique. Et que, de toute façon, et qu'il y a parfois des gains. Il y a parfois des gains, il n'y a aucun doute. Je dis, l'équipe de Montpellier, là, de Philippe Rouanet, l'a montré, par exemple, sur le cancer du rectum, avec une très belle publication. Quand on associe le robot à une prise en charge accélérée, les patients vont mieux et plus vite. Donc, c'est aussi une réflexion dans un environnement global, et il y a des gains. Il y a des gains, mais ils sont très difficiles à prouver parce que la randomisation, elle est complexe. Voilà. On sait que dans notre domaine de l'intervention au sens large, qu'il soit radiologique, endoscopique, chirurgical, la preuve par l'évidence est extrêmement complexe. Donc, ce qu'on voit, nous, c'est qu'il y a des jeunes dans le monde de la chirurgie, que je côtoie maintenant un peu plus, il y a des jeunes qui ne savent plus opérer que sous robot. Benoît, ton exposé est parfaitement clair. Tu fais bien de rappeler les conditions de mise en œuvre pour que ça fonctionne bien, les avantages éventuels. Tout ça reste encore hypothétique. Complètement hypothétique. Et ça a un petit côté science-fiction. Concrètement, prenons une intervention qu'on fait les uns les autres ici, le drainage biliaire par exemple. On n'a plus que des cas un peu compliqués parce que les endoscopistes ne peuvent pas accéder à des voies biliaires fistulisées sur une anastomose. C'est des trucs, c'est pas dilaté. Il y a cette espèce de savoir-faire intuitif. Aucune chance que ça fonctionne avant de nombreuses années. Voilà. Quelle perspective? Aucune. Pour moi, aucune. Ça, si tu me dis, oui, une prothèse aortique complexe thoracique ou abdominale, je pense que ça va y aller. Une angioplastie coronaire, oui, ça va y aller, ça va le faire sur l'endovasculaire. Mais là-dessus, on associe du percutané, de l'endovasculaire, de la navigation. Non, on est, à mon avis, loin du compte. D'accord. Il y a encore un peu de place pour les artisans que nous sommes. Il y a heureusement de la place pour les artisans, toujours.